Notre destination, l'Aride Désert de l'Arizona. Notre but, chercher le salut sur la ligne du 3h10 pour Yuma. There's a legend and there's a rumor. When you take the 310 to Yuma, you can see the ghosts of outlaws go riding by. Riding by. In the sky, way up high, the buzzards keep circling the train, while below the cattle are... Parler de cinéma est difficile, surtout à une époque où il est devenu assez clair que la discipline a été volontairement tuée pour être progressivement remplacée par divers produits propagandistes dont l'intérêt est plus publicitaire qu'esthétique. Survivre à la mort du 7e art, telle est la nouvelle mission du cinéphile. Or, pour comprendre où prit place le naufrage de nos idéaux, il faut remonter aux sources, s'inventer historien, chercher chaque trace d'une morale disparue. Beaucoup d'idiots pensent que chevaux et pétoirs suffisent à faire un western. C'est faux. La quintessence du Far West réside dans l'exploration farouche d'une indépendance absolue. Une humanité livrée à elle-même face aux rudes contours d'une nature suprême. Chaque famille prise dans un combat d'ampleur épique contre les éléments et les travers moraux de l'humain. Microcosme d'une lutte immortelle, vous contre tout le reste, mais aussi, parfois, contre soi-même. Sous vos yeux se déroule l'infinie sécheresse d'un monde vierge de vie. Paysage martien? Pas vraiment, nous sommes sur Terre. Le défi d'un homme comme Dan Evans réside dans un pari insensé, faire fleurir le désert. Nourrir son bétail, puis, comme de bien entendu, les siens. Seuls les mannes du ciel peuvent rendre victorieux même l'homme le plus pieux. C'est un rêve auquel peu survivent. Depuis 10 ans, il creuse son sillon, mène ses vaches, aime sa femme. Il vit maintenant entouré d'une famille, une vraie, celle d'avant qu'elle soit atomisée, placée sur Terre pour subir le dur labeur d'un labour constant, rendu impossible par les éléments. Sauront-ils survivre une saison de plus? Nous verrons, si vous avez le temps. Notre histoire commence comme tant d'autres, une vulgaire attaque de diligence. Disons qu'il s'agit d'une autre manière de gagner sa vie. Ben Wade et sa bande veulent l'or qui se trouve sur le porte-bagages d'une navette partie vers nulle part. Tout aurait pu bien se passer, mais ce n'est pas ce genre d'histoire. Un cocher joue les héros. 2 balles, un mort de chaque côté, chacun pleure, s'est blessé. Cette transaction alourdie prend fin dans un acte de couardise. Le rancher et ses fils font face au diable. Pour sauver ses gamins, Dan hésite. 10 ans de travail, ça pèse. Autrefois, la gâchette aurait parlé plus vite que serre-mort, mais comment battre tout un gang? 6 coups ne suffisent pas alors, le héros s'écrase. Sa seule promesse, il compte bien ramener des chevaux aux voyageurs choqués de tant de réalité. Enfin, pour prêter des chevaux, faut en avoir, ce sera pour quand les siens lui seront revenus. Wade est prudent. Confisquer les animaux du vacher fut sa première décision, autant éviter les renforcements. Ce combat psychologique préfigure le reste de 310 to Yuma. Un bon père de famille inquiet devra enfin faire face à sa propre lâcheté pour briser la torpeur existentielle d'une sécheresse de 3 ans. Quand votre ennemi est la pluie, peut-on lui en vouloir d'avoir désespéré accepté d'aider à coffrer le dangereux bandit? Pas vraiment. Mort pour mort, autant pouvoir se regarder dans le miroir. Tant qu'il n'est pas trop tard. Un film inférieur a été fasciné par l'iconographie phallique du Colt bien huilé éjectant balle après balle de son canon d'acier dans la direction générale des corps tendus d'acteurs tombant d'un air dramatique de leur fier destrier. C'est la manière italienne. Tout en regard chassieux, coup d'œil suggestif, doigts tendus sur des gâchettes sensibles dans un onanisme plus que symbolique. Le réalisateur, Delmot Daves, va ici dans l'autre sens. La mort a un prix conséquent. Tant et si bien que, bon comme méchant, rechigne à faire parler la poudre. Tel péché constitue un ultime recours. Ils connaissent le poids du meurtre, combien il ronge l'âme, l'annihile, parfois. C'est normal. En 1957, le western n'était pas encore devenu une parodie de ses propres travers. Il avait encore l'intention de mettre en image autre chose que des gunfights de série B. Revenons vite fait au nom mentionné.
Delmer Daves. Il était scénariste de profession depuis 1929 avant d'accepter de passer de l'autre côté de la caméra en 1943 pour Destination Tokyo. Un film, vous l'aurez compris, plus intéressé par l'idée de vaincre les ennemis nippons de la liberté que d'apprendre au pays du soleil levant comment l'on prépare le thé. C'était l'époque, celle du soi-disant dernier conflit mondial, l'autre der, promis juré, si je mens, je vais en enfer. Ses débuts lointains en tant qu'avocat, passé scénariste par un étrange hasard de circonstances, il était autrefois accessoiriste, ne l'avaient pas préparé à tout ceci et pourtant l'homme est devenu 2 décennies plus tard un directeur méritoire. Les studios formaient dans le temps au métier de conteur. Well, anyway, Tokyo got its face lifted and we got ourselves a flat top. Captain, I'm no good. Why not? Scared stiff. How do you think the rest of us feel? Well, you're not scared. I've looked at your faces. I looked at yours, too. It's the same as the others. You're scared? I'll say I am. So is everyone else. Nous ne pousserons pas plus loin l'éloge funèbre du visionnaire. Ceci n'est pas une autobiographie malhabile, d'ivresse qu'au possible, recyclant divers factoïdes glanés sur ces sites spécialisés dans la régurgitation de faits plus ou moins divers. Non, il est question de sensations, d'esthétique, et surtout de ce sentiment difficilement descriptible que le cinéma peut faire éclore en nous lors de la rencontre d'un film qui vous a manqué toute votre vie. Pour moi, avant Yuma, le western n'existait pas. Pourquoi ? What happened to you? Just finishing my drink. There's a fella coming down the road. Je pense que le western touche surtout les hommes d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain. Il faut avoir un peu vécu pour comprendre en quoi le combat d'une survie constante éreinte l'âme. Vivre, après tout, c'est aussi éviter de mourir. Beaucoup pensent que l'action fait le larron au pays des outlaws. Ce n'est pas totalement vrai, ni totalement faux, dit-il, soudain breton. À mes yeux, c'est en tant que toile morale sur laquelle se peint une fable éthique que cet univers trouve son sens. Or, comme beaucoup de personnes issues de ma génération, l'éthique ne faisait pas vraiment partie des concepts soulevés à l'école. On y parlait parfois de morale, souvent à travers diverses remontrances New Age placées dans des paraboles éculées. Le mal, c'est pas bien, le bien, c'est pas mal, mais quand on passe toute l'histoire de l'humanité dans le même moulin à café, peut-on être surpris si tout se moule au même grain? Je me demande bien, tout finit fin, évanescent, limite impalpable. Bien que monochrome, l'Arizona de 310 to Yuma évite soigneusement de tomber dans une vision manichéenne des hommes perdus dans ses paysages. Chacun possède son éthique, une charge thématique, peut-être même sa propre utopie. Du côté des gens normaux, Dan Evans attend un signe des cieux, quelques gouttes, un début d'orage. Cette scène aubaine qui sauverait les siens, sorte de récompense karmique d'une vie menée en dehors de toute forme de raccourci. Vous voyez le genre. Chaque jour suffit sa peine, seul le travail compte, ne jamais tomber dans l'usure, dire non à la mendicité. Les derniers seront les premiers. Un mode de vie ascétique, presque stoïque. En face, un autre type de famille, celle de frères de sang, prêts à tout pour faire triompher leur vision de la société. Ben Wade et sa bande. Une horde d'outlaws dont chaque acte calculé par un stratège charismatique pousse son troupeau dans la direction d'un gain mal acquis. Aucun prix n'est trop grand pour peu qu'il soit payé par d'autres. Wade n'aime pas tuer, mais ma foi, s'il le faut, il le fera. Préférablement lui plutôt que ses escogriffes. Tels sont les barèmes de sa morale. Sans doute se donne-t-il ainsi l'illusion d'être droit dans ses bottes. Et ça, même si celles-ci sont volées. How far away is the Mexican border? Nobody knows exactly. It's never been decided. Well, I think we can find it, all right. Now, when the marshal wakes up, you tell him that the coach from Contention was robbed. You tell him the driver was killed, huh? Killed? Killed. Les thèmes soulevés sont simples, sont ceux des mythes. La danse interne de valeurs qui s'affrontent dans l'esprit de l'humanité depuis des temps immémoriaux. Malgré cette simplicité et le monde censément manichéen dans lequel tout ceci se déroule, la manière dont ces deux philosophies se combattent est empreinte d'une élégance assurée. Elles se tournent autour, s'évitent, se devancent, puis finalement se font face.
Il faut attendre la toute fin pour qu'enfin parle la poudre, quand aucun autre échange n'est possible, et pourtant celui-ci ne solutionne rien. Ce n'est d'ailleurs pas un simple gunfight, non. Plutôt la culmination de deux plans d'une intelligence toute tactique basée sur les talents de limier de deux organisations qui jouent au même jeu mortel. Lire les pistes, lancer des leurres, traquer l'ennemi, tels sont les contours du conflit. Simplifier tout ceci à une joute balistique, ce serait trop simple. La force ne résout pas tout. La menace de la force, par contre... It's the Marshal. He's got a shotgun on you, Wade. Put your hands up. Watch him. I'll watch him. Now, what good is all that? You know, he's only gonna come back with the others, and I'll go free. You'll get shot. Être ou avoir, telle est la dichotomie au centre des motivations des deux antagonistes. Wade domine sa troupe par une forme d'assurance veloutée cachant l'éventualité d'une violence mercuriale. Dès qu'il aura perdu la main, un autre le remplacera. Son but, obtenir. Dan, lui, vit écrasé par la responsabilité de faire vivre sa tribu. Sans lui, point de salut. S'il se tue à la tâche, tous meurent sans embâche. Son but, survivre. Ce qui rend son chemin vers la récupération du courage qui fit de lui l'homme qui épousa sa femme avant de convaincre celle-ci de quitter une vie cossue pour tenter le tout pour le tout en sa compagnie, qui rend son parcours mémorable. Il pourrait perdre bien plus que son vis-à-vis déjà prêt à mourir violemment si cela lui permet de profiter du meilleur de la vie. Contextualisons, vers le début du long métrage, Dan et ses fils font face au vol d'une diligence. Puis, aussi, la mort sommaire d'un homme dont nous verrons plus tard le corbillard. Il laisse derrière lui une famille, un joli chien perché sur son cercueil et ses propres responsabilités tandis que sa ville le pleure au rythme d'un tambour funèbre. L'impuissance pèse au vacher. Autrefois, il n'aurait pas hésité à faire parler les armes. Le voilà réduit à s'écraser. Ses fils, déçus, n'ont jamais vu leur père endosser l'étoffe des héros. Il est pour eux l'homme aux chemises minables qui va ravaler sa fierté pour tenter d'emprunter ces $200 nécessaires à abreuver leur cheptel. Mais peut-être existe-t-il une autre solution. You got him back, didn't you? Yeah, well, it took me half a day's time. Well, what's half a day's time worth to you? Well, when I hire out a full day, I get $2. I'll give you $2 for half a day. All right, then that's what I'll settle for. Let's do more for you. What for? For your boys. I used their time too, didn't I? Poussé par une vague envie d'être bien vu en ville, le temps d'emprunter cette somme salvatrice censée repousser encore quelque temps 3 ans de sécheresse, Dan renoue, presque malgré lui, avec sa fibre morale, ce compas interne qui fait de lui un homme de loi. Cela commence, comme ça, par un petit coup de main pour appréhender Ben Wade, tandis que celui-ci s'est séparé de son gang afin de compter fleurette à une fleur du désert. Rien de bien lourd. Suffit d'occuper l'attention du hors-la-loi. Le shérif et son second, alcoolique, font tout le travail. Cela ne suffit pas à le mettre en bonne grâce. Les fonds de la ville sont trop bas pour qu'on puisse lui permettre de s'endetter, mais par chance, le propriétaire de la diligence cherche des hommes courageux pour emmener l'outlaw faire face à la loi. Faut qu'il soit à 3h10 sur le train pour Yuma. Direction, un bagne réputé pour être l'enfer. Prix de la transaction, $200. Le prix de la survie, là, Dan n'a pas le choix. La mort n'attend pas. Say I have this all to myself? Well, that's very thoughtful of you. Goodbye, Emmy. Goodbye. S'ensuit une série de vignettes éducatives illustrant la fibre morale des derniers participants de cette chevauchée insensée. L'alcoolique cherchant sa dernière goutte. Le gamin, plein de bon sens, qui refuse de le servir, ou même l'élaboration d'un stratagème censé mettre en doute la troupe de Wade sur la destination finale de celui-ci. Tout ça menant, comme c'est souvent le cas, vers un repas tendu entre Dan, sa famille et le fameux tueur où celui-ci fait les yeux doux à la femme du vacher. Se sont-ils croisés autrefois? Dur à savoir, et c'est cependant d'où elle vient, et qu'elle mérite mieux, enfin, selon ses critères. I didn't close my eyes once. I just squinted. 'Cause you could run away.
Well, why would I want to run away? Why, this is real nice. Real nice. Would you like me to cut your meat for you? Oh, yeah. Will you, please? Thank you. Would you mind cutting the fat off, please? I don't like fat. Puis plus tard, une scène séminale située en huis clos où, attendant que siffle le train, ces deux personnages enfermés dans une chambre d'hôtel finissent par découvrir qui ils sont. Ben Wade tente une dernière fois d'acheter son salut. Dan Evans, lui, ne passe pas loin d'accepter. Sa seule question consiste à savoir: cela sera-t-il su? Vendre son âme, c'est une chose, mais imaginez-le, qu'en dira-t-on si cela venait à s'ébruiter? Il ne pourrait pas vivre avec l'idée qu'on sache qu'il a failli à ses idéaux. C'est à ce stade que je vous enjoins, comme tout bon cinéphile, d'aller vous procurer le film. Il vaut chacun des 31 $, ce qui de nos jours fait environ 6 €, qu'en exige la collection Criterion. Quand vous aurez terminé de vous perdre dans les images somptueuses du fameux classique du cinéma, nous pourrons entamer cette toute dernière ligne droite qui va, attention, spoilers, direct vers Yuma. Dan, don't make it hard on yourself. All you gotta do is drop that gun on the bed and let me walk out this door. Wait, listen. What are you squeezing the watch for? Are you sure that no one would ever know? Squeezing that watch ain't gonna stop time. À ce stade, vous devriez avoir compris, ne serait-ce que de manière purement subliminale, l'intérêt du long métrage. Il est triple, peut-être quadruple. Nous verrons bientôt si le compte est bon. En prenant de la bouteille, le cinéma devient plus qu'un simple divertissement. Il catalogue les aspirations d'une époque, ses envies, ses valeurs, parfois même ses folies. Au-delà du simple combat moral où un vacher battu par les éléments retrouve ses facultés d'antan face à l'adversité, se trouve un effort esthétique majeur, réalisé en noir et blanc. D'ailleurs, et cela durant une décennie où le Technicolor était devenu le mode d'expression majeur de tout type de cinéma. Malgré ce parti pris monochrome, l'on peut prétendre y trouver des nuances inespérées, celles d'une compréhension moléculaire du genre humain. Rembobinons. Prenons un exemple. La seule autre personne à posséder le courage d'agir aux côtés de Dan se trouve être le poivreau du coin. Il porte en lui l'une des vertus du héros, une forme de bravoure qui fait défaut aux faux dévots. Seul problème, son vice l'émousse tant et si bien que quand vient le moment décisif, il n'aura pas la clairvoyance nécessaire à faire face au danger. Résultat, il finit au bout d'une potence improvisée. Moralité, vouloir bien faire ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir. Don't you think you have a duty? Do you want to see us shot down? Please. I'm asking you. Please, I'm begging you. Look, nobody wants to walk out on you. This whole thing happened in Bisbee. Why should you bring your troubles to contention? Sur le chemin des amis du bien, toutes les figures d'autorité finissent par faire défaut à leurs obligations, celles censées protéger la population, le shérif qui reste sur sa juridiction, Butterfinger, le gros proprio de la diligence qui finit par manquer de courage face aux hordes hors-la-loi. Son groupe de mercenaires, soulevé à la va-vite, trouve un prétexte insubmersible pour éviter de participer à cette dernière ligne droite où sera rendue la justice. Ils sont tous pères de famille. Seul notre héros reste inflexible face aux promesses monétaires du malfrat ou au danger évident d'être seul contre tous. Il reste juste. Plus motivé par le fait d'être dans le droit chemin que par la maintenant maigre récompense qu'il en obtiendra si, à ce stade, il l'accepte. Même les imprécations de sa femme arrivées en même temps que la foudre pour offrir au cow-boy une dernière échappatoire n'y feront rien. If it's the $200 you need, I'll pay you anyway. Don't go through with it, dear. No, I've got to. For the money? For me? No. Then why? I've got to, that's all. Oh, Dan, I don't want a hero. I want you. Honest to God, if I didn't have to do it, I wouldn't. But I heard Alex scream. The town drunk gave his life because he believed that people should be able to live in decency and peace together. You think I can do less? Une beauté vieux jeu réside dans cet exercice stylistique. Dan, en fin de compte, est un héros à taille humaine. Il n'est pas plus fort qu'une locomotive, ni même plus rapide qu'une balle. Jamais ne sautera un gratte-ciel, mais en lui réside le type de courage dont sont construites les bourgades où furent fondées nos civilisations. Des valeurs, des vraies, d'un autre âge, d'accord, mais pas totalement obsolètes. Disons qu'elles sont juste naturalistes et
restons-en là. Ce n'est pas juste la loi du talion. Dan ne porte pas en lui une haine démesurée pour cet hors-la-loi qui partage sa vie depuis moins d'une journée. Ce n'est pas dans un esprit de vengeance qu'il compte l'amener vers son destin, mais bien car il est la dernière personne à pouvoir faire régner la justice. Vigilantisme? Peut-être. Mais c'est aussi ça le Far West, une société dont les codes doivent être appliqués par sa population tant celle-ci est livrée à elle-même. On ne peut pas toujours attendre la cavalerie. Oh, why don't you wave to him, huh? Well, right on time. I won't have to wait. There's still time to get out of this, Dan. There's still time. J'ai mentionné, brièvement, puis de manière répétée, ces deux visions du monde qui s'affrontent. Sans vraiment référencer leurs origines, il est peut-être temps d'enfoncer le clou. Evans est un agraire, il vit là où se trouve sa nourriture. Wade est un nomade, il vole, puis s'en va, laissant toujours derrière lui les scories de Sérapine, vie brisée, rêves bafoués. Recentré vers le plus petit dénominateur commun, c'est un combat du parasite contre le citoyen, la cigale contre la fourmi aussi. Et pourtant, malgré leur vision fondamentalement différente de la vie, ces deux entités que tout oppose trouvent une forme de respect pour l'autre durant cette traversée insensée d'une ville en deuil. Wade n'a jamais été nez à nez avec un incorruptible. Le vacher représente un étrange paradoxe, l'homme pauvre qui ne peut pourtant s'empêcher d'admirer grâce aux richesses intangibles d'une vie placée dans l'effort consenti pour autrui. Ce trésor que son mode de vie maudit lui interdit, chacun envie l'autre, sans vraiment l'admettre. D'une certaine manière, si le bandit intervient vers la fin afin que son ennemi survive, c'est aussi car il l'a promis. Well, I'm obliged to you for your hospitality, ma'am. I really appreciate it. And your husband, too. I hope I can send him back to you, all right? Mais je mets la charrue avant les bœufs, reprenons. Tout ce récit culmine dans une dernière séquence où la tension monte comme l'électricité dans l'air avant un orage d'été. On sent sur ses bras les poils se dresser pas après pas dans un danger ultime. Les deux ennemis maintenant mis en joue de manière égale par les bandits trouvent leur chemin vers la petite station ferroviaire. Les hors-la-loi s'étendent sur les toits, derrière les bâtiments, sous les bosquets, à la recherche d'un angle exploitable, celui qui ne tuerait qu'un des deux. Mais lequel? De loin, rien n'est moins certain. La réalisation, jusqu'ici simple, quoique efficace, se découvre des envies surréalistes, angles étranges, atmosphère d'au-delà, tout ça à quelques pas du dernier obstacle, quand soudain... Drop, Ben! Drop, Ben! Drop! Go down, Ben! I'll kill him! Let's get out of here. Us? How do I know you'll jump? You'll have to trust me on this one. Jump! Pendant ces quelques instants, les visions des deux antagonistes s'alignent. Ils avaient en fin de compte quelque chose en commun, quelque chose de fondamental. Cet esprit du Far West. Ne jamais rien devoir à personne, surtout pas la vie. Why did you do it, Ben? I don't like owing anybody any favors. As you saved my life back at the hotel. It's all right. I've broken out of humor before. Well, my job's finished when I get you there. Trouver la dernière fibre morale du hors-la-loi, ouvrir de ses propres mains les mannes du ciel, c'était ça, ma foi. 310 to Yuma. So when you take the train, call the 310 to Yuma and leave the things you love. You leave with a silent prayer. Though you've got no reason to go there, and there ain't a soul that you know there. When the 310 to Yuma whistles its sad refrain.